Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est principalement donc le cervelet. On va le détailler un peu d'une façon globalement, donc anatomiquement, on va détailler les structures qui le composent et les caractéristiques, bien sûr. Nous savons que le cervelet, il fait principalement partie de l'encéphale et qui est donc du système nerveux central. Et donc le cervelet, il est aussi protégé par trois enveloppes, notamment une enveloppe osseuse qui est la boîte crânienne. Donc le cervelet, il se trouve dans la boîte crânienne et il est entouré aussi par les enveloppes membraneuses, les méninges, et il sera entouré aussi par le liquide céphalo-rachidien. Nous avons donc déjà détaillé le cerveau, le tronc avec ses trois parties qui sont la mésencéphale, la protubérance et le bulbe. Et actuellement, nous allons maintenant détailler le cervelet. Avant de commencer donc avec le chapitre du cervelet, nous allons donc un peu expliquer le mécanisme de l'équilibre. Généralement, pour pouvoir maintenir l'équilibre, on doit principalement coordonner trois structures qui sont les yeux et notamment le nerf optique, les oreilles internes et notamment le nerf vestibulo-cochléaire qui joue un rôle dans l'équilibre et la sensibilité proprioceptive qui fait partie de la moelle. La sensibilité proprioceptive correspond à la localisation à la possibilité que le système nerveux puisse savoir le positionnement des muscles par rapport au corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on ferme par exemple les yeux et je vais surlever la main droite, le système nerveux, il peut savoir que ma main droite, elle s'est éloignée du corps. Ce mécanisme n'est pas la motricité. Ce mécanisme, il représente donc un type de sensibilité qui est la sensibilité proprioceptive. Aussi, par exemple, si je ferme les yeux et je surlève mon pouce, le système nerveux, il peut savoir, même sans regarder le pouce, que le pouce, il est vers le haut et non vers le bas. Cette possibilité de sentir donc la positionnement des muscles par rapport au corps représente donc ce que j'appelle la sensibilité proprioceptive. Pour maintenir l'équilibre, il faut qu'il y ait une coordination entre ces trois structures. Cette coordination, elle sera maintenue principalement par le cervelet. Mais si le cervelet, il est en bon état, donc je n'ai pas un trauma crânien, je n'ai pas eu un accident, je n'ai pas eu un saignement au niveau du cervelet ou bien un cancer ou une tumeur au niveau de mon cervelet. Et pour avoir un équilibre, je peux donc uniquement assurer deux structures des trois. Par exemple, et en présence d'un bon cervelet, si je ferme mes yeux, mes oreilles sont en bon état et la sensibilité proprioceptive, elle est bonne. Comment elle est bonne? Par le fait que je suis debout, les pieds sur le sol. Donc, le pied sont positionnés sur le sol. Les yeux fermés, le cervelet va alors coordonner entre l'oreille interne et la sensibilité proprioceptive. Deux structures présentes. Le cervelet maintient l'équilibre. Maintenant, un autre exemple. Si, par exemple, un aveugle, il ne voit pas déjà, a eu une infection au niveau de son oreille interne, il a eu un virus au niveau de son oreille interne, il a de la fièvre, il a mal aux oreilles. Alors, il ne reste qu'une seule structure en bon état qui est la sensibilité proprioceptive. Et même si son cervelet fonctionne en bon état, cette structure à elle seule, elle ne va pas permettre le maintien de l'équilibre et ce patient qui est aveugle
va perdre son équilibre une fois il veut marcher. Bien sûr, si on va traiter l'infection au niveau de son oreille interne, l'oreille interne reprend sa fonctionnement initial et il aura deux structures en bon état qui seront coordonnées par le cervelet et le patient, même s'il est aveugle, ne va pas donc tomber. Le cervelet donc joue un rôle principalement dans la coordination des muscles, principalement les muscles agonistes et antagonistes, et adapter donc principalement la posture, mais aussi maintenir ce que j'appelle un bon tonus musculaire. Je vais expliquer. En général, par exemple, je donne un exemple pour les muscles agonistes. Les muscles agonistes, c'est les muscles qui travaillent d'une façon harmonieuse, alors que les muscles antagonistes, c'est les muscles qui vont travailler d'une façon contraire, contradictoire. Par exemple, si je veux fléchir le membre supérieur, le fait donc de fléchir le membre supérieur, et donc je dois stimuler principalement le muscle, le biceps au membre supérieur parce que c'est lui le plus important qui va assurer la flexion du coude. Mais si je vais stimuler le biceps, je dois m'assurer que le triceps, qui est un muscle qui assure principalement l'extension du coude, doit être inhibé. Si le triceps n'est pas inhibé, alors la flexion du coude ne sera pas assurée. Donc, cette coordination entre le fait de stimuler les muscles agonistes et d'inhiber les muscles antagonistes sera principalement assurée par le cervelet. Aussi, le tonus musculaire, principalement tous les muscles posturaux, donc c'est les muscles squelettiques qui se trouvent sur le squelette et qui vont jouer un rôle dans le maintien de la posture, donc la position debout. Généralement, les muscles, même si je vais pas les stimuler, par exemple, je veux pas courir, je ne peux pas marcher, je me tiens uniquement debout, les muscles, même à l'état de repos, ils ont une certaine contraction. Cette contraction, je vais l'appeler le tonus musculaire et ce tonus généralement il est dépendant des structures supérieures, notamment les noyaux gris centraux qu'on a déjà détaillés dans le chapitre du cerveau et aussi ce n'est pas uniquement eux mais aussi les noyaux profonds du tronc et aussi du cervelet. Donc ce mécanisme qui est le tonus musculaire, il est généralement équilibré par ces trois structures dont le cervelet. Maintenant, on va positionner le cervelet. Le cervelet, il est principalement, donc on a dit qu'il appartient à l'encéphale et par conséquent, il est protégé par les enveloppes osseuses, membraneuses et liquidiennes. Et donc, il se situe dans la boîte crânienne. Mais où dans la boîte crânienne? Dans la fosse postérieure de la boîte crânienne, dans la partie postérieure. Et il est protégé par la tente du cervelet qui va le séparer du cerveau. La tente du cervelet, c'est une extension de la dure mère. Il est en arrière du tronc et il recouvre le quatrième ventricule. Il est attaché au tronc par trois pédoncules cérébelleux. Faites attention, et non cérébraux. Les pédoncules cérébraux, c'est au niveau du mésencéphale. Les pédoncules cérébelleux, c'est en relation avec le cervelet. Et on a combien de pédoncules? On a trois. Un pédoncule supérieur qui va réunir le cervelet au mésencéphale, un pédoncule qui est moyen qui va le relier à la protubérance et un pédoncule cérébelleux inférieur qui le réunit au bulbe.
Donc, regardez où se trouve le cervelet dans la fosse postérieure. Il est tout juste derrière le tronc et derrière le quatrième ventricule. Le cervelet avec le tronc, ils appartiennent à la partie postérieure de la boîte crânienne et il est couvert donc par la tente du cervelet qui est une extension de la dure mère et elle va le séparer du cerveau. Donc, principalement pour localiser le cervelet. Nous ne pouvons pas dire que ça, c'est la partie antérieure, comme on a déjà dit à propos du tronc. Nous avons défini une partie antérieure, une partie postérieure. Pour le cervelet, le mécanisme, il est un peu plus disons compliqué parce qu'il représente uniquement 3 faces. Ces faces sont une face ventrale, une face supérieure et non postérieure, et une face qui est inférieure. Donc, pour pouvoir étudier le cervelet, nous allons l'étudier selon une vue ventrale, donc antérieure, mais aussi avec une vue supérieure et non postérieure. Donc, ça, c'est la différence. C'est pour cela qu'il a 3 faces. Donc, une face ventrale antérieure, une face supérieure et une face inférieure. Le cervelet en général, il est formé par 2 hémisphères, un hémisphère à droite, un hémisphère à gauche, séparés par une structure centrale que j'appelle le vermis. Le vermis est une structure en forme de C et dont les 2 bouts sont de part et d'autre du quatrième ventricule. Regardez ici, vous voyez que le vermis, il a cette forme-là en forme de C et il a les 2 bouts ouverts sur le quatrième ventricule. Le vermis, lui, il est formé de plusieurs lobules au nombre de 10 lobules. On ne va pas étudier toute leur nomenclature, mais ce qui m'intéresse, c'est que le vermis, il est en forme de C et que les 2 bouts qui sont ouverts au quatrième ventricule, je dois les étudier. Ils s'appellent l'ingula, le bout supérieur, et le nodulus au bout inférieur. Et donc, principalement, ça, c'est une vue qui est supérieure et ça c'est une vue supérieure et ça c'est une vue qui est ventrale. Donc ça c'est le quatrième ventricule et ça c'est les 2 bouts du vermis qui sont ouverts sur le quatrième ventricule. Ça c'est le lingula et ça c'est le nodulus qui sont ouverts au quatrième ventricule et ce que vous êtes en train de voir ici c'est les pédoncules cérébelleux qui sont au nombre de 3, pédoncule supérieur, pédoncule inférieur et pédoncule moyen. Et on a les pédoncules cérébelleux à droite et les pédoncules cérébelleux à gauche. Les pédoncules cérébelleux à droite vont relier l'hémisphère cérébelleux droit et les pédoncules cérébelleux gauche vont relier l'hémisphère cérébelleux gauche. Donc, combien de pédoncules cérébelleux? On a 6. Donc ça, uniquement pour vous, que vous voyez comment les lobules sont divisés au niveau du vermis, mais on va pas étudier donc tous les nomenclatures. Ce qui m'intéresse, je vous ai dit, c'est l'ingula et le nodulus. Donc ça, c'est une vue qui est supérieure et ça, c'est une vue qui est ventrale, donc interne. Et ça, c'est le quatrième ventricule et ça, c'est les 2 bouts du C du vermis. Donc les 2 bouts, ça, c'est le nodulus et ça, c'est l'ingula et ça, c'est les pédoncules cérébelleux à droite et les pédoncules cérébelleux à gauche. Et ça, c'est le quatrième ventricule. Et on voit que le cervelet, donc on a dit, il est formé de 2 hémisphères, un hémisphère à droite, un hémisphère cérébelleux à gauche, séparés par une structure centrale appelée vermis qui est en forme de C et dont les 2 bouts sont ouverts sur le quatrième ventricule.
ces deux hémisphères seront divisés en trois lobes. Le lobe antérieur et le lobe postérieur et le lobe flocculonodulaire en mauve. La fissure primaire sépare le lobe antérieur du lobe postérieur et regardez le lobe postérieur comment il est énorme. Il a une base qui est énorme et regardez le lobe flocculonodulaire qui se forme grâce au nodulus qui est un lobule du vermis. Nous avons déjà dit qu'on va étudier l'ingula, les deux bouts qui sont l'ingula et le nodulus de part et d'autre du quatrième ventricule et c'est au niveau de ce nodulus qu'on va avoir le lobe flocculonodulaire. Donc, où se trouve le lobe flocculonodulaire? Il se trouve dans la partie intéro-inférieure du cervelet. Donc, regardez principalement ici le lobe flocculonodulaire, donc partie antéro-inférieure. Le lobe antérieur, il se trouve ici dans la partie supérieure et le lobe postérieur, il représente la plus grande partie du cervelet. Maintenant, et après avoir détaillé ce qui est important et on ne l'a pas encore détaillé, c'est que la partie externe du cervelet est principalement formée de substances grises et par conséquent, il est comme le cerveau, il présente substances grises en périphérique, substances blanches en profondeur. Donc, après avoir fait une coupe qui est frontale, je vois à l'intérieur du cervelet qu'est-ce qu'il y a et on remarque que la substance grise, elle est en périphérie et elle représente le cortex cérébelleux, alors que la partie centrale, c'est principalement la substance blanche et à l'intérieur de cette substance blanche, on a les noyaux gris profonds du cervelet et ils sont symétriques, les mêmes du côté droit que ceux du côté gauche. Et vous avez le noyau fastigial, le noyau globuleux, le noyau emboliforme et le noyau dentelé. Fonctionnellement, on va diviser le cervelet en trois parties qui sont donc l'archéo-cervelet ou ce que j'appelle l'archéo-cérébellum ou aussi le vestibulo-cervelet et qui représente le lobe flocculonodulaire. La deuxième partie qui représente le néocervelet ou le néocérébellum ou le corticocervelet et il correspond aux deux hémisphères cérébelleux. Ce qui reste, c'est le paléocervelet ou le spinocervelet et il correspond à une zone centrale que j'appelle le vermis, mais aussi à une région un peu aux alentours du vermis que je vais noter la région paravermienne. Donc la région vermienne du vermis et la région paravermienne un peu aux alentours du vermis qui vont représenter le paléocervelet. Donc, on récapitule. Le cervelet, il est formé principalement de trois lobes qui sont le lobe antérieur, le lobe postérieur et le lobe flocculonodulaire qui sont séparés par deux fissures. Une fissure primaire qui sépare le lobe antérieur du lobe postérieur et une fissure postérolatérale qui va séparer le lobe flocculonodulaire du lobe postérieur. Et on a principalement le vermis qui est une structure centrale et qui est en forme de C avec les deux bouts ouverts sur le quatrième ventricule et ce vermis il est formé de 10 lobules. Ce qu'on doit savoir c'est les deux extrémités du vermis qui sont ouverts sur le quatrième ventricule qui sont l'ingula et le nodulus.
Puis, la dernière partie, c'est la division fonctionnelle du cervelet qui va se faire en trois parties qui sont l'archéocérébellum, l'archéocérébellum qui représente le lobe flocculonodulaire, le néocérébellum qui représente les deux hémisphères cérébelleux et le spinocérébellum qui représente principalement ce qui reste, donc la partie vermienne et paravermienne. Ici, on va principalement corréler chaque partie du cervelet avec son noyau, donc du cervelet, noyau profond. Nous avons principalement, vous avez principalement le vestibulo-cérébellum qui représente le lobe flocculonodulaire. Et bien, cette partie du cervelet, elle n'est pas en connexion avec aucun noyau profond du cervelet. Le cérébro-cérébellum, le néo-cérébellum, il est principalement qui représente les deux hémisphères. Il est principalement en relation avec le noyau dentelé, noyau profond du cervelet. Et le spinocérébellum qui représente le vermis avec une région paravermienne, il est généralement en corrélation avec le noyau fastigial du cervelet, profond du cervelet. Donc voilà pour les divisions, vous avez le lobe flocculonodulaire qui représente le vestibulo-cervelet, vous avez les deux hémisphères cérébelleux qui représentent donc le néocervelet et ce qui reste dans la région vermienne et paravermienne qui représente le paléocervelet. Un peu plus de détails. Donc, pour l'archéocérébellum ou le vestibulo-cérébellum, donc qui représente le lobe flocculonodulaire, on a dit qu'il n'est pas en connexion avec aucun noyau profond du cervelet, mais en tout cas, il va être connecté au noyau vestibulaire, donc du nerf vestibulo-cochléaire et donc il va transmettre tout ce qui est en relation avec l'oreille interne et le noyau oculocéphalogire qui sont responsables principalement pour les yeux. Donc, vous voyez, il y a une corrélation entre l'oreille et les yeux avec le cervelet. Et c'est principalement le lobe flocculonodulaire qui va jouer un rôle dans l'équilibre principalement. Le néocérébellum qui représente les deux hémisphères et on a dit qu'il est en connexion avec un noyau profond du cervelet qui est le noyau dentelé et il va jouer un rôle dans la coordination et harmonisation du mouvement et principalement en coordonnant les muscles agonistes et antagonistes, comme on a déjà donc détaillé ceci avec l'exemple des muscles biceps et triceps pour la flexion du coude et principalement donc le néocérébellum, il va transmettre les messages avec le cortex moteur. Il va y avoir une corrélation donc avec une coordination avec le cortex moteur au niveau du cerveau. Le paléocérébellum qui représente principalement la zone vermienne et paravermienne et qui est généralement en corrélation avec le noyau fastigial profond du cervelet, il va interférer ou coordonner avec principalement le tronc et notamment le noyau rouge au niveau du mésencéphale et l'olive bulbaire au niveau du bulbe. Et il va jouer un rôle principalement dans le tonus musculaire et donc empêcher une hypotonie et donc maintenir généralement donc un tonus, donc une bonne posture. La dernière partie, eh bien, on va un peu détailler
comment il va y avoir une coordination entre les voies qui entrent au cervelet et les voies qui sortent du cervelet. Eh bien, le cortex cérébelleux, il peut être considéré comme un système d'intégration ayant deux voies d'entrée et une seule voie de sortie, et je vais expliquer ça. Eh bien, le cortex cérébelleux, il est formé principalement de trois types de couches. Une couche qui est interne et que je vais appeler la couche granulaire. Une couche qui est la plus externe, que j'appelle la couche moléculaire. Et une couche intermédiaire qui représente principalement les cellules appelées les cellules de Purkinje. Eh bien, voilà, ce qui va se passer, c'est le suivant. S'il va y avoir des stimulations qui viennent notamment des yeux, des oreilles et de la voie proprioceptive, donc de la moelle, ils vont entrer au cervelet par l'intermédiaire de deux mécanismes, soit une afférence qui provient de l'olive bulbaire, donc du bulbe, soit une afférence qui va provenir de n'importe quelle région autre que l'olive bulbaire. Et ce qui va se passer, c'est que ces voies donc afférentes qui vont donc provenir de l'extérieur du cervelet et vont venir vers le cervelet, ils vont donc entrer au niveau du cortex par des fibres que je vais appeler les fibres moussues. Donc il y a deux voies d'entrée, soit la voie la plus utilisée, et donc c'est les fibres afférentes qui vont donc transmettre les messages externes vers le cervelet. C'est des fibres moussues qui vont alors arriver à atteindre la cellule granulaire qui est la plus externe, puis leur axone va alors monter jusqu'à atteindre la couche moléculaire. Ils ne vont pas donc s'arrêter au niveau de la couche de Purkinje, ils vont directement monter jusqu'à la couche moléculaire et ils vont alors transmettre le message vers tout le cortex du cervelet. Puis le message sera donc étudié et il va donc être transmis vers la couche intermédiaire qui est la couche des cellules Purkinje. Et généralement, la cellule de Purkinje est une cellule inhibitrice, donc elle va inhiber tous ces messages qui proviennent de l'extérieur, de telle façon qu'elle va inhiber donc le message, et donc ce qui va être transmis au niveau des noyaux cérébelleux profonds, notamment le noyau dentelé et le noyau fastigial, seront donc inhibés. Il n'y aura plus de stimulation au niveau de ces noyaux, parce qu'en fait, ce que le cervelet fait, c'est qu'il va inhiber tous les messages, tous les gestes qui sont non nécessaires. Je donne un exemple. Le fait de marcher sur une ligne droite, il y a des gens qui utilisent leurs mains pour pouvoir maintenir leur équilibre, surtout les patients qui sont par exemple obèses, donc qui ont une grosse tour de taille, donc ils ont un ventre par exemple devant eux. Ces patients qui sont vraiment qui ont un poids élevé, ils ne peuvent pas maintenir leur équilibre facilement et ils tendent en marchant d'utiliser les membres supérieurs de part et d'autre afin de maintenir leur équilibre. Mais en fait, est-ce que ces gestes sont nécessaires pour marcher? Est-ce que chacun, lorsqu'il va marcher, il va ouvrir les mains, les membres supérieurs afin d'équilibrer sa posture? Eh bien non. C'est pour cela que la plupart des stimulations qui proviennent de l'extérieur, c'est des stimulations qui doivent être inhibées parce qu'on n'a pas besoin. Et plus on arrive avec donc si on par exemple surveille les enfants lorsqu'ils vont apprendre à marcher, eh bien ils commencent à dandiner et à utiliser les membres supérieurs afin de maintenir leur équilibre, et ce n'est qu'après plusieurs
donc plusieurs tentatives, ils vont arriver au fur et à mesure de marcher sans utiliser les membres supérieurs pour leur équilibre. Et dans ce cas, ils vont atteindre un niveau où le cervelet a été perfectionné et il a inhibé tout ce qui n'est pas tous les gestes qui sont non nécessaires. Donc, c'est pour cela que la cellule de Purkinje, c'est généralement des cellules qui vont inhiber les stimulations externes. Et donc, les cellules de Purkinje, c'est des cellules modératrices sur les noyaux du tronc, seules cellules effectrices du cervelet, parce qu'ils sont les plus importantes cellules du cervelet. Et regardez ici, nous avons dit que les fibres afférentes, donc appelées les fibres moussues, qui proviennent des stimulations externes, donc du cervelet, qui vont atteindre le cervelet, ils vont principalement arriver au niveau de la couche granulaire interne, la plus profonde, et ils vont monter jusqu'à la couche périphérique, et ils vont la couche périphérique moléculaire sans arrêter au niveau de la couche de Purkinje, atteindre la couche moléculaire, transmettre le message vers tout le cortex, et pour finalement avoir une seule réponse qui va à travers la cellule de Purkinje être principalement inhibée et ne va plus atteindre les noyaux profonds du cervelet. Ce que j'ai oublié aussi de dire, et ça c'est important, généralement lorsqu'on a parlé du cerveau, nous avons dit que pour les hémisphères cérébraux, chaque hémisphère, il va contrôler l'hémicorps contralatéral du corps. Par exemple, l'hémisphère droit, il contrôle la partie gauche du corps, et l'hémisphère gauche contrôle la partie droite du corps. Eh bien, pour le cervelet, ce n'est pas le cas. L'hémisphère cérébelleux droit va contrôler la partie droite du corps, et l'hémisphère cérébelleux gauche contrôle la partie gauche du corps. Et si je vais avoir un trouble au niveau, par exemple, du lobe flocculonodulaire et de la partie archéocérébellum, je vais avoir principalement un problème dans l'équilibre. Si je vais, et par exemple, si c'est le lobe, le nodulus, la partie du lobe flocculonodulaire, donc le lobule flocculo droit, s'il est atteint, alors le patient aura un trouble dans l'équilibre à droite. Donc, il va tomber du côté droit. Parce que nous avons dit que le lobe flocculonodulaire, il est formé du lobe flocculus et du le nodulus du vermis. Et par conséquent, si c'est le lobule flocculus droit, alors il va perdre l'équilibre du côté droit. Si c'est le flocculus qui est à gauche, il va perdre l'équilibre à gauche. Donc ça, c'est pour plus de détails. Et puis, vous avez le néo-cérébellum qui principalement joue un rôle dans la coordination. Donc, un trouble au niveau du néo-cérébellum ne va pas causer un problème dans l'équilibre, mais il va causer un problème cérébelleux cinétique, et donc dans la coordination du mouvement, de telle façon que je ne peux plus coordonner deux mouvements et ne pas coordonner les muscles agonistes et antagonistes. Alors qu'un problème au niveau du paléocérébellum va principalement se manifester par un problème au niveau du tonus. Et par exemple, le patient va avoir une légère hypotonie. C'est pas un problème d'équilibre, c'est pas un problème de coordination, mais c'est un problème de tonus. Sensation que d'une hypotonie. Donc, c'est comme s'il n'y a pas une certaine rigidité, une certaine
tonicité au niveau de ses muscles et sensation d'une hypotonie. Donc, si je vais stimuler n'importe quelle région de son corps, il va réagir par plusieurs mouvements, par exemple, parce qu'il peut pas maintenir une certaine tonicité efficace. Donc voilà, ça c'était donc le cervelet. J'espère que je n'ai rien oublié parce que il y a des informations qui sont nécessaires à faire transmettre. Donc voilà. Donc ça c'était le cervelet et le chapitre est fini. Merci pour votre attention et à plus tard.